Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous êtes dans un nouvel épisode de Cœur Créativité et je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté ma première marque, Malo. Bonjour à tous, vous écoutez Cœur Créativité, le podcast qui libère votre pouvoir créatif. Je suis Charlotte Ronfaux, illustratrice, designer graphique et directrice artistique freelance. En bref, je suis une créative dans l'âme. Diplômée en 2012 de l'École des Beaux-Arts de Toulouse et en activité depuis 2013, j'ai été en parallèle pendant 8 ans la créatrice d'une marque d'accessoires que j'ai appelée Malo et qui m'a permis d'assouvir ma créativité et de me faire connaître en tant que créatif. Aujourd'hui, je travaille avec des marques et des sociétés pour développer leur communication visuelle et j'interviens aussi en tant qu'enseignante dans plusieurs écoles d'art. Je développe également ma chaîne YouTube et mon compte Instagram où je partage ma passion. Mon envie ici, c'est d'échanger en toute intimité avec vous autour de la créativité, parce que pour moi, elle n'est pas seulement artistique, elle est bien plus que ça, et tout le monde la désire. Mais faut-il encore réussir à libérer son pouvoir créatif ? Eh bien, c'est tout l'objet de ce podcast. Alors, bienvenue dans Cœur Créativité. Alors, aujourd'hui, je voulais vous raconter cette grande période de ma vie qui a duré 8 ans, de 2013 à 2020. Et ça m'a beaucoup apporté humainement, en tant qu'entrepreneur et en tant que créatif. Donc je pense que ça valait de faire un épisode dans mon podcast parce que je pense que pour des créatifs, peut-être toi, si tu as envie de te lancer dans une aventure, donc vraiment de créer une marque à toi, je pense que ça peut être intéressant d'avoir un feedback de ce type-là. Je vais parler de l'histoire, bien sûr, hein, très rapidement. Je vais essayer de pas rentrer trop dans le détail pour que ça dure pas non plus des heures, mais j'aimerais expliquer les erreurs, ce que j'ai appris, ce que je referais pas, ce que je referais, parce que je pense que voilà, c'est toujours intéressant, justement, de d'avoir un petit recul sur des expériences comme ce type-là, justement, de créer sa marque. Et puis, j'avais envie simplement de revenir sur cette histoire qui, qui a été très importante dans ma vie. Et voilà. Du coup, restez jusqu'à la fin parce que j'ai une annonce à vous faire à la fin de cet épisode. Et ça va être vraiment cool. Allez, je me lance. Alors, je vais mettre un petit peu de contexte, du coup, dans l'historique. J'ai lancé Malo juste après avoir été diplômée des Beaux-Arts, plus ou moins après, on va dire, parce que du coup, j'ai eu mon diplôme à l'été 2012. Ensuite, je suis rentrée en 4e année. En fait, diplôme, hein, Beaux-Arts, c'est licence euh, et master. Et donc du coup, moi je suis allée jusqu'en licence. J'étais partie pour faire du coup ma 4e année, mais en fait l'appel de l'entrepreneuriat et de faire les choses par moi-même finalement a été très fort. Donc j'ai commencé ma 4e année et finalement du coup en 2013, début 2013, j'ai lancé ma première marque. Je me suis mis en auto-entrepreneur. À la fois donc du coup en tant qu'entrepreneur et étudiante. C'était à l'époque on pouvait faire ça. Donc j'avais encore le statut d'étudiant quand j'ai commencé. Donc on était en 2013. J'avais je crois que j'allais sur mes 24 ans, donc j'avais 23 ans et des poussières quoi. Voilà, bon bref, donc du coup en 2013, début de cette aventure. À la base, la marque, je l'avais appelée Malo Blossom. Euh, C'était le moment, voilà. Je sais pas pourquoi ça m'est arrivé comme une petite épiphanie. J'avais envie de l'appeler Malo Blossom. J'avais un travail autour des fleurs, clairement. Et l'idée était de dessiner, en fait, de dessiner sur des objets du quotidien. Aussi simple que ça. J'ai commencé par de la papeterie. Puis je vais essayer de faire très court, hein, de 2013 à 2015. Du coup, on était dans l'ère Malo Blossom.
J'ai commencé par de la papeterie, ensuite je suis allée sur du tote bag. Vous savez, c'est les grands sacs euh, en jute, enfin en jute, en coton, en tout cas un peu beige. Donc du coup, c'est propice à dessiner dessus, à faire de la sérigraphie. Enfin voilà, à l'époque, c'était vraiment un objet qu'on voyait beaucoup. On en voit encore pas mal, mais ça a pas mal évolué, je trouve, depuis. Mais voilà, donc du coup, papeterie, tote bag, et puis ensuite accessoires coton, c'est-à-dire trousses, pochettes, petites pochettes pour l'été, etc., qui se sont très très bien vendues. Donc là, à cette époque, j'avais même fait, tiens, je me rappelle, j'avais même fait des coussins aussi. Je faisais des coussins où, dans la même idée, hein, j'utilisais beaucoup la technique de la sérigraphie pour imprimer justement mes dessins et mes créations, enfin mes compositions graphiques, parce qu'il n'y avait pas que des dessins, il y avait aussi, je faisais des collages de photos, etc. À cette époque, donc du coup, j'ai décidé aussi de participer au salon Maison et Objets. Donc c'est un salon professionnel où vous pouvez justement avoir un stand et exposer vos produits, votre marque, pour que des revendeurs potentiellement soient intéressés et puis vous commandent des produits. Parce que donc, justement, une marque, on peut vendre en B2C, c'est-à-dire aux clients directs, et puis en B2B dans des points de vente, en fait. Donc ça s'appelle business to business. Bon, je vais pas faire un cours de business, mais voilà, il y a deux possibilités et quand on a une marque, deux canaux de vente en tout cas, dans ce sens-là. Pour Maison Objet, c'était en 2014. Oui, c'est ça, je crois que c'était en 2014 ou quelque chose de... Donc, j'étais vraiment au début, hein, je devais être à peut-être 1 an et demi, presque 2 ans de mon activité. J'ai toujours eu et j'aime bien essayer de voir jusqu'où je peux aller. Donc Maison Objet, c'était vraiment quelque part un petit rêve aussi en tant que créative, entrepreneur créative à cette époque, de présenter ma marque. Ça s'est, on va dire, passé. Ça n'a pas été grandiose, hein. En revanche, ce qui a été grandiose, c'est la rencontre avec une acheteuse d'Anaïk. En fait, c'est une entreprise qui cherche justement des marques, des petites marques pour faire des collaborations avec des grandes marques. Donc ils offrent, enfin, ils essayent de chercher en fait des designers, des marques qui puissent faire des petits objets promotionnels en fait dans le cadre des grandes marques qui offrent eux justement des produits à leur clientèle. Donc voilà, j'ai fait une rencontre avec cette acheteuse aussi et qui m'a 6 mois après recontacté pour collaborer avec une marque japonaise qui s'appelait Shiseido. Je sais pas si je le dis bien, mais pour moi ça se dit comme ça. Et donc j'ai vendu pour la première fois un dessin pour collaborer avec cette marque qui le mettent sur un cabas. Justement. Donc ça a été vraiment pour moi une très grosse euh, expérience qui m'a touchée et qui pour moi a été la première en fait en tant que créateur de motifs. Ça a été assez fou. Voilà. Donc ça m'a mis dans ce bain-ci, hein, parce que clairement, quand j'ai commencé ma marque, disons que je connaissais pas grand-chose. Je voulais juste vendre mes créations. Donc j'étais pas ni formée sur la vente, ni sur le marketing. Enfin voilà, toute la gestion d'une entreprise, je ne connaissais absolument rien. J'ai appris tout sur le tas. Euh, J'y reviendrai juste un peu après. Je termine cette époque, 2013-2015. S'en est suivi une participation à un concours de mentorat qui a été organisé par un magazine d'économie à l'époque sur Toulouse. Euh, et une amie à moi qui avait un réseau d'entrepreneurs m'a dit ah, bah, tu devrais y participer pour avoir justement des conseils, avoir un mentor peut-être pour t'aider à développer justement ta marque. Et ben, j'ai dit bon allez je tente. Il y avait je crois qu'il restait peut-être un jour pour candidater et du coup j'ai tenté l'aventure et ben pour le coup j'ai été sélectionnée pour présenter mon projet. Donc j'ai présenté mon projet devant des entrepreneurs de la ville de Toulouse qui étaient assez voilà qui avaient des bagages assez importants on va dire en tant qu'entrepreneur dans la ville
Et finalement, du coup, j'ai été sélectionnée par la directrice du magazine elle-même pour me mentorer pendant 1 an. Pour vous faire court, moi voilà, je lui ai expliqué un peu ma problématique qui était ok, ça fait 2 ans, j'en vis pas. Clairement, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que voilà, j'en vivais pas parce que je ne savais pas très bien calculer mes prix, puisque pour moi, c'était je veux vivre de ma créativité et un peu d'amour et d'eau fraîche. À l'époque, c'était ça. Donc j'avais pas très bien calculé mes prix, ni mes marges d'ailleurs. Donc c'était presque à prix coûtant. Donc bien sûr, j'avais euh, eu l'idée quand même de garder mon job étudiant que j'avais à l'époque. C'était un petit mi-temps. J'étais, pour tout vous dire, j'ai été téléenquêtrice au téléphone. Donc ça m'a bien appris à démarcher d'ailleurs. Mais enfin voilà, j'avais gardé mon statut de job étudiant à mi-temps pour lancer cette première marque. Et donc du coup à ma mentor, je lui ai dit eh bien, je n'arrivais pas à vivre. Par contre, tout ce qui se vend très bien, c'est les pochettes, c'est les accessoires. Qu'est-ce que je peux faire pour réussir à en vivre? Et elle m'a dit à ce moment-là, mais c'est vrai que les accessoires, enfin chez les femmes d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très très très, euh, enfin voilà, il y a pas, ça a toujours le vent en poupe et ça a toujours été comme ça. Donc reste dans les accessoires, mais est-ce que tu changerais pas de matière? Je dis bah je sais pas, mais pourquoi? Pour augmenter ton prix, pour avoir plus de marge. Je fais ok, mais l'idée c'est quand même de garder mon concept, c'est-à-dire de dessiner en fait sur des objets, oui sur des accessoires, mais sur des objets du quotidien. Moi c'était vraiment ma volonté. Bah, finalement en tant que illustratrice et designer en fait, moi c'était je veux dessiner mes motifs sur des objets du quotidien quoi. Et donc du coup, elle m'a dit mais pourquoi tu irais pas sur du cuir? J'ai ok. Donc j'ai réfléchi de mon côté, j'ai fait mes petites recherches et je suis partie, je l'ai écouté. Je suis partie sur le cuir, j'ai regardé ce qui se faisait un petit peu dans les pays un peu anglo-saxons où ils avaient quand même une, une avance sur nous en termes de créativité, hein, faut le dire. Donc j'avais vu qu'il y avait des possibilités, je voulais absolument dessiner sur le cuir, est-ce que c'était possible? Ça, c'était à moi de le rechercher. Et effectivement, c'était possible, il fallait aller vers du cuir à tannage végétal, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de produits chimiques dessus, où la peinture pouvait euh, adhérer, une peinture spéciale pouvait adhérer justement au cuir. Donc je me suis dit, bah allez, tentons. L'idée, c'est que dans tous les cas, si je peux garder mon concept, d'avoir ma patte graphique sur des objets du quotidien et en l'occurrence là, bah, du coup, des accessoires en cuir, bah, en fait, petit à petit, je suis partie sur la maroquinerie. Et j'ai fait encore tout moi-même. C'est-à-dire que je faisais ce qui me plaisait plus, c'est-à-dire l'image de marque, réaliser les shootings photos, la com. À l'époque, c'était le début d'Instagram, donc imaginez, voilà, Facebook, etc. Donc ça, j'adorais faire ça. Et puis, je me suis dit bon, je vais un peu, pareil, apprendre sur le tas la maroquinerie. Donc j'ai commencé à coudre, à apprendre à coudre. Et enfin ça, je l'avais déjà fait parce que je faisais encore, enfin à l'époque, Malo Blossom, c'était du coup, je faisais tout à la main aussi, pochette, papeterie, carnet, etc. Hein, je vous laisse imaginer tout le boulot que ça avait en plus. Je suis devenue un peu artisane malgré moi, clairement. Je reviendrai sur ça après, mais voilà. Donc du coup, cette ère du mentorat s'est terminée donc en 2015, et j'ai dit ok, il faut que ça soit quelque chose qui je change totalement en fait de matière. Je voulais quand même le cuir, c'est assez élégant, c'est pas la même, c'était pas la même image clairement que je pouvais donner en fait à mes produits. Donc j'ai tout repensé et c'est là en 2015 que j'ai raccourci le nom pour Malo. J'ai repensé toute l'image de marque. J'ai j'ai absolument tout repensé. L'image, le message, la façon de dessiner. Voilà, c'était vraiment le début d'une nouvelle ère, clairement. Donc là, on passe à l'ère Malo. Malo Blossom devient Malo parce que les produits ont changé, l'image de marque a changé, etc. Donc je fais vraiment
table rase entre guillemets de ce que j'ai fait, mais je garde quand même ma petite communauté, tout mon petit réseau et ça se passe super bien. J'ai un très 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 bon accueil et de 2015 donc à 2020, du coup, je vais développer de la petite maroquinerie, porte-monnaie, des sacs, carrément des cabas aussi que je faisais. Alors j'avais aussi une collaboration avec une maroquinière de temps en temps, donc ça m'enlevait un petit peu un poids et ça me permettait aussi de réfléchir à des produits, des accessoires qui étaient un peu plus, voilà, un peu plus développés en termes de design. Donc ça c'était chouette. Et donc voilà, c'était sac, pochette en cuir toujours et les petits porte-monnaies et portefeuilles aussi. J'avais plein de chutes, hein, vraiment plein de chutes de cuir. Donc du coup, je me suis dit qu'est-ce que je peux en faire. J'ai fait des boucles d'oreilles aussi. Voilà, l'accessoire de mode à travers la maroquinerie et le bijou. Donc ça a été vraiment l'ère Malo. Là où du coup, ça a été assez enfin ça a été une nouvelle aventure, c'est que du coup j'ai réussi à petit à petit à avoir des collaborations, à être distribuée aux Galeries Lafayette pendant je crois que c'était le Noël 2016 ou 2017, je me rappelle plus très bien, mais voilà, grâce à Etsy. Puis ensuite, Birchbox en 2018 est venu vers moi pour me demander si j'étais partante pour aller sur une box euh, avec eux ou qui allait se vendre aussi à Monoprix. Enfin voilà, il y a eu un gros moment petit à petit crescendo où voilà, j'ai eu commencé à avoir de la visibilité sans faire de sponsoring. Vraiment, c'était pas du tout l'époque où on faisait des pubs, où on voyait à tout va des pubs sur Instagram par exemple ou Facebook. En tout cas, j'avais pas le budget pour le faire. J'avais encore un petit peu ce job-là, le job étudiant, mais que j'ai arrêté assez rapidement finalement parce que ça me prenait beaucoup de temps, la marque. Et j'avais pas encore développé mon activité de freelance à cette époque-ci. Je commençais à en parler, donc petit à petit, ça venait aux oreilles un peu de mon réseau, mais je l'avais pas développé à ce moment-là. Parce que du coup, j'avais développé ma marque directement après mes études. Donc voilà. Euh, donc voilà. Et 2019, vraiment 2019, après la collab avec Birchbox, j'ai été approchée par le groupe Lagardère pour collaborer avec la box de Inès de la Fressange qui s'appelait le coffret d'Inès, où justement elle mettait en avant des marques euh, qu'elle aimait et où elle voyait un potentiel. Donc voilà. Donc grosse collaboration, enfin qui a très bien marché, où j'ai eu beaucoup enfin voilà, ça m'a apporté beaucoup financièrement, aussi sur la la façon aussi de m'organiser, d'entreprendre. Parce que du coup, à ce moment-là, bah, déjà avec la collab avec Birchbox, j'ai dû faire appel à un atelier parce que ça demandait quand même. Là, on était sur des quantités assez importantes. Hein, on était entre 6 000 et 7 000 pour Birchbox, c'était des porte-monnaies et pour le coffret d'Inès, c'était des portefeuilles. Donc là, clairement, je pouvais pas faire ça toute seule. Et je commençais à m'épuiser en fait sur la fabrication parce que c'est quelque chose que je ne me sens pas du tout artisane et c'est pas mon cœur de métier, clairement. Peut-être que j'oublie certainement quelques détails, entre autres, pendant cette période-là, mais en fait, je vous raconte ce qui m'a le plus, on va dire, touchée à ce moment-là. Donc peut-être que j'oublie certains détails, mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me mettre un petit message en commentaire si vous êtes sur YouTube ou m'envoyer un message euh, sur les plateformes d'audio. Enfin voilà. N'hésitez pas s'il y a des questions que vous avez entre-temps. Donc voilà, clairement la période voilà Malo a été assez fructueuse. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que entre autres j'étais vers la maroquinerie et les accessoires, mais j'avais tellement envie de créer des chemises. Donc je me suis fait vraiment ça a été le dernier gros projet on va dire
que j'ai menée et qui m'a mis plein de puces à l'oreille, on va dire. J'ai dessiné, d'ailleurs, c'est ma première vidéo sur ma chaîne YouTube, où j'ai dessiné une collection de chemises, où j'ai collaboré avec une couturière, et j'ai sorti 2 modèles, avec un modèle qui avait 2 couleurs différentes. Et ça a été, j'étais tellement fière vraiment de sortir ces chemises-là. Et j'adore encore ce projet et je suis trop fière d'avoir mené ce projet-là. Et c'était dans le cadre encore de Malo, parce que j'avais envie justement d'apporter un peu plus de mon métier, c'est-à-dire je dessine des motifs, quoi. Donc du coup, on est en 2019, fin 2019, on collabore avec Inès de la Fressange sur sa box. Le Covid n'est pas très 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 loin. Je commence à avoir beaucoup de fatigue par rapport à la gestion de ma marque. Clairement, ça j'en parlerai juste après, ça sera la troisième partie où je vais parler de ce que j'aurais aimé savoir, les erreurs que j'ai commises. Ça on verra en troisième partie, mais je finis cette deuxième partie avec la période de Malo. Donc on est fin 2019, on arrive 2020. Je pars en vacances en Thaïlande et je suis obligée de encore en vacances de gérer justement tout ça. Et j'étais crevée clairement de tout ça. J'étais crevée et mais je me disais c'est rien, c'est normal, c'est le boulot, c'est comme ça. Et puis c'est trop bien, j'ai une collab, etc. Mais petit à petit mentalement, j'étais en train de m'épuiser sur ça. Et pourtant, je me suis pas écoutée. Voilà. Donc le Covid est arrivé, clairement, voilà, on sait tous, hein, mars 2020, et c'est le moment où la box d'Inès de la Fressange, le coffret d'Inès, sort. Voilà, j'en ai pas du tout parlé parce que j'étais totalement HS. J'en ai pas parlé du tout sur les réseaux sociaux. Alors que ça a été tellement une opportunité, enfin, financièrement, ça m'a sauvée, quoi. Ça m'a sauvée dans le sens où cette fois-ci, je me faisais de la marge. Ça allait dans le bon sens, tout allait dans le bon sens. Et j'étais épuisée, donc du coup, je me suis dit, ah bah très bien, le confinement, je vais prendre soin de moi et je vais mettre juste un petit peu de côté ma marque. C'est pas grave, c'est juste une petite pause. Mais durant cette petite pause de confinement, j'ai réfléchi à plein de choses et bien sûr que ça m'a fait du bien de me reposer et je me suis dit mais quelque chose qui va pas là. Euh, J'étais quand même, enfin, je sentais que mentalement il y avait quelque chose, que j'aimais plus trop ce que je faisais. Pourtant c'est pas le fait, enfin là j'ai pas, je me suis dit bon, l'idée c'est vraiment je veux dessiner des motifs, vraiment les dessiner et je veux déléguer cette fabrication. C'est pas moi de fabriquer et mes forces elles sont pas là. Donc du coup, je me suis dit bon, je vais tenter. Je suis allée vers l'impression sur demande et j'ai commencé juste au moment voilà, enfin, on était au moment du confinement. Je me suis dit bah, pourquoi pas des bananes, quoi. Là, ça commençait à avoir ce vent en poupe qu'on a maintenant aujourd'hui, hein, sur la banane. Et donc je me suis dit bon, bah voilà, maintenant j'arrive à déléguer tout ça. La fabrication, maintenant je peux me concentrer sur ce que je sais faire, c'est-à-dire le branding, l'image de marque, tout ça, le design de motifs, c'est moi, c'est bon, j'ai réussi à trouver une solution, je veux que ça soit encore plus pop, je veux que ça soit, enfin voilà. Je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé la solution. Mais entre-temps, j'étais toujours pas, je le disais à personne, je pense que je le montrais pas, parce que enfin, c'est pas dans ma personnalité, on va dire, de montrer, alors, à cette époque-là, on va dire, de montrer voilà, que ça allait pas forcément enfin, sur le plan énergique, quoi. Euh, donc j'ai quand même bien gambergé. Je me suis dit, bon,
c'est compliqué. Là, je sais plus quoi faire. J'avais envie de développer mon freelance. Enfin voilà, c'était un moment où j'ai beaucoup gambergé. Et l'été 2020, j'ai décidé d'arrêter en fait ma marque. Voilà, par épuisement. Par épuisement parce que j'ai à l'époque pas fait les choses dans l'ordre. Euh, et justement, je voulais vous en parler. Qu'est-ce que j'ai pas fait dans l'ordre? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et qu'est-ce que ça m'a appris? Donc ça, c'est la troisième partie. On y va. Maintenant, je vais vous parler des erreurs que j'ai commises dans cette première marque. Et permettez-moi juste de le dire, je regrette absolument rien parce que tout ça, ça m'a appris plein de choses. J'y reviendrai juste après. Mais je voulais quand même faire un petit focus sur 3 erreurs qui sont pour moi importantes et que je ne referai plus, mais finalement que je referai plus maintenant. Mais à l'époque, je pense qu'il était nécessaire de les faire pour me faire comprendre justement à l'avenir de plus recommencer. J'aurais dû mieux calculer mes prix et mes marges. Alors oui, je suis passionnée de créativité. C'est vraiment quelque chose que j'ai dans le sang, clairement. Mais j'étais absolument dans l'envie de vouloir créer, que j'en ai oublié que je voulais aussi en vivre. Donc, ça a été vraiment, quand je me suis lancée ma papeterie, c'était à prix coûtant que je la vendais. Pourquoi? Parce que quand tu dessines sur des carnets, parce que c'était au tout début, c'était ça, tu peux pas non plus les vendre des milliers d'euros. Hein, on est d'accord? Voilà. Donc du coup, l'idée c'était de pouvoir les vendre, que ça se vende. Donc j'ai rapetissé ma marge, quitte en fait à les vendre prix coûtant. Donc ça c'était alors je m'en suis rendu compte parce que c'était mes premiers produits. Entre temps, après, je suis allée sur l'accessoire en coton et puis l'accessoire cuir, etc. Donc on est d'accord. Entre temps, j'ai quand même recalculé mes marges, recalculé mes prix, mais c'était pas des marges de folie non plus parce que je faisais tout moi-même. Voilà. Ce qui me permet de vous parler de cette erreur-là qui a été pour moi la plus grosse parce que ça ne me correspondait pas. Je dis pas, vous pouvez être créatif et artisan. Si ça vous fait kiffer et si c'est votre dada, et parfait, allez-y. Moi, c'était pas le cas. Et je l'ai fait un peu par économie à l'époque. Je fabriquais tout moi-même et ça m'a beaucoup épuisé. Ça m'a justement mené au burn-out finalement, entre autres. Donc du coup, pour moi, ça a été le truc que je referais plus. C'est-à-dire que faire mes produits moi-même, là où en fait finalement ce n'est pas ma plus-value, eh bien en fait, si je pouvais, si enfin, parfois je le déléguais, mais je ne sais pas pourquoi, peut-être l'envie de contrôler tout. Je continuais quand même à fabriquer. Ben ça, je le referai plus, clairement, parce que je sais que mes forces, elles sont dans l'illustration de motifs et le design et le branding. Vraiment, voilà, c'est quelque chose que je ne referai pas. Si, voilà, comme j'ai dit, si voilà, c'est quelque chose qui vous plaît, allez-y à fond. Si vous êtes artisan créateur, par contre, si vous êtes comme moi, c'est un conseil que je vous donne. Si vous dessinez des motifs ou si vous dessinez des illustrations, vous voulez vendre vos illustrations, essayez, je pense, pour se décharger en fait, euh, d'essayer d'avoir soit de trouver en fait une plateforme qui peut imprimer pour vous. Je sais pas si c'est par exemple des illustrations ou quoi, ou de fabriquer à votre place en fait des objets. Enfin, franchement, honnêtement, pour moi c'est le meilleur conseil que je peux donner pour justement mettre chaque chose à sa place, quoi, en fait. Et ça vient sur le aussi, c'est un peu corrélé, hein, le fait de savoir déléguer. Clairement, j'ai pas su déléguer, j'ai pas su demander de l'aide au moment où il fallait. Alors bien sûr, voilà, mon conjoint qui est avec moi, enfin voilà, on est ensemble depuis 16 ans, il a été avec moi à mes côtés tout le temps, mais bien sûr, il n'était pas vraiment dans cette aventure à ce moment-là.
Donc il me conseillait beaucoup sur le plan commercial, parce que du coup c'est son métier, sur tout ce côté business, etc. Mais c'était mon truc en fait. Donc du coup, c'est vrai que parfois, c'est vrai que j'entendais, mais j'écoutais pas réellement, vous voyez. Donc vraiment déléguer si c'est possible. Et puis là où je m'en veux un petit peu, c'est de pas avoir détecté mon épuisement mental et mon énergie, et d'avoir mené, de mettre, que ça m'est mené en fait à ce burn-out, parce que clairement, j'arrêtais pas de le minimiser, même jusqu'à hier, j'ai préparé un petit peu, on va dire, le fil de de cet épisode, et puis j'ai écrit que j'avais fait un mini burn-out, et puis après je suis allée voir la définition du burn-out. J'ai fait non, j'ai fait un burn-out en fait. Sauf que du coup, je suis de façon à ne pas en fait en parler publiquement à personne. Et donc du coup, je me suis dit, bah non, c'était juste, j'étais fatiguée, j'avais envie de passer à autre chose, etc., etc. Et en fait, finalement, voilà, j'ai pas vu mon épuisement, et je regrette. Là, c'est vraiment un regret de ma part d'avoir tout arrêté parce que j'étais épuisée. Voilà. Maintenant, j'avais envie de passer sur une note beaucoup plus positive et de vous parler de ce que ce premier business m'a appris. Alors, qu'est-ce que cette première marque, ça m'a appris? Ça m'a appris plein de choses, déjà à gérer un business, à savoir vendre mes créations. Euh, C'était pas prévu d'avance de savoir faire tout ça quand tu fais les beaux-arts. C'est quand même un métier en soi maintenant, de savoir vendre ses créations, de savoir communiquer sur ce que tu sais faire sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, etc. J'ai appris aussi à vendre mes créations physiquement. J'ai fait des salons de à l'époque, sur Paris, sur Toulouse, sur Bordeaux, sur Lyon. Voilà, je suis allée, enfin, j'ai donné de ma personne pour vendre mes produits, et ça a vraiment été quelque chose que j'ai appris, que j'avais pas du tout, qu'on m'avait jamais enseigné, quoi. Donc ça, je suis vraiment contente d'avoir pu justement donner, sortir de ma zone de confort, quoi, déjà de base. Euh, Ça va avec le fait de gérer un business, parce que c'est pas juste vendre ses créations, c'est faire de la compta, c'est aussi apprendre à argumenter sur ses produits pour réussir à les vendre à des boutiques. C'est aussi apprendre le marketing en fait. Quel est le message, quelles sont les valeurs que tu véhicules derrière ton image de marque. C'est pas juste faire un logo qui est joli et une palette de couleurs. Voilà, c'est plus que ça, une image de marque. C'est voilà, j'ai appris à gérer un business, à comprendre le marketing, à vendre mes créations. Tout ça, sans cette expérience-là, je l'aurais jamais appris si j'étais restée dans un, on va dire, parcours classique. Donc, je suis vraiment heureuse d'avoir vécu cette aventure, clairement. Et puis, finalement, je me suis dit, ça a quand même aussi servi à mettre en musique en fait mes compétences, puisque j'ai commencé en tant qu'étudiante, juste après mon diplôme des Beaux-Arts. Alors bien sûr, hein, j'ai fait des stages, bien sûr, j'ai eu des missions petit à petit, comme je vous ai dit, j'apprenais à mon réseau que j'étais aussi freelance en tant qu'illustratrice, en tant que graphiste, même set designer, c'est-à-dire comme je faisais les mises en scène de mes produits, pourquoi pas. Du coup, c'était quelque chose que j'avais, voilà, la composition d'images, c'est toujours quelque chose euh, j'ai appris en fait aux Beaux-Arts, qu'on m'a appris avec en développant mon œil graphiquement. Donc du coup, voilà, j'avais petit à petit des missions aussi avec d'autres entreprises. Mais ça a été la plus grande carte de visite en tant qu'artiste, designer, d'avoir sa propre marque et de montrer ce que je savais faire. Le designer une image de marque, la mettre en place, faire la DA de shooting photo, de shooting d'ambiance, de shooting de produits, des packshots, plein de choses. Finalement, en tant que créatif, ça a été la plus belle école que j'ai pu faire, je pense, clairement, par moi-même. Voilà. Donc, je regrette absolument rien. Ça a été une aventure
mais génial, clairement. Si c'était à refaire, je le referais exactement pareil. Exactement pareil, vraiment. Parce que les expériences que j'ai eues, les erreurs que je dis, c'est juste des moments où on est humain, on vit des expériences. Des fois, du coup, ça va pas comme on veut. Et puis, du coup, on rectifie le tir. J'en parlais à une amie hier. Et ouais, l'échec, en fait, c'est un gros concept. Parce que ça n'existe pas vraiment, c'est juste dans notre tête. Et prenez l'exemple, 2 exemples. Quand un logiciel est créé, il y a plein de petits bugs par-ci par-là, etc. On le débug et ça refonctionne. Mais il y a encore des bugs, on débug et ça refonctionne. Et après vous avez la V1, V2, voilà, etc. Vous jouez aux Sims, c'est exactement la même chose. Vous voyez, enfin je veux dire, là je rigole en vous donnant des exemples de ce type un peu là, mais c'est exactement pareil. C'est quand on est bébé, quand on apprend à marcher, hop, on tombe, mais on se relève. C'est la même chose. Enfin, j'aurais 40 000 exemples à vous proposer, mais clairement, en fait, ouais. Quand je l'explique, quand je vous raconte, je suis trop heureuse d'avoir vécu cette expérience-là. C'est le moment où je vous annonce quelque chose qui est super et où je suis trop contente. Je pense que vous l'aurez deviné, je vais relancer une nouvelle marque. Et je vais rien vous dire, je vais pas vous dire ni le nom, ni quoi que ce soit. Mais en fait, c'était juste le bon moment pour vous expliquer que là, je suis remontée à bloc. Ça fait 1 an et demi qu'on cherche avec mon conjoint, du coup, le bon projet, le bon produit. Et ça fait que depuis 7 mois que enfin on a débloqué le truc. Et là, on est à ça justement de tout balancer. C'est moi qui ai vraiment du mal à rester vraiment secrète, mais je crois que j'ai jamais gardé autant un secret aussi longtemps. Et je suis tellement heureuse. Et voilà, tout ce que je vous ai raconté, ça avait pour ce but-là, de vous dire que toute cette expérience-là, tout ce que j'ai appris, ça va me permettre en fait de lancer une seconde marque qui va être beaucoup plus aboutie, où je vais mettre plus mes forces en avant. Je vous donne juste un dernier petit indice et après ça sera rendez-vous sur Instagram pour savoir tout ça d'ici quelques semaines. Ça sera également une marque d'accessoires. Je vous en dis pas plus. Mais je suis tellement, tellement heureuse. Voilà. C'était la nouvelle. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, cet épisode. Comprendre comment cette histoire, cette aventure, ça m'a changé totalement ma vie. Et voilà, tout ce que j'ai fait, toutes les erreurs, je les regrette absolument pas. Tout ce que j'ai appris, c'est juste une mine d'or. Voilà. Je suis trop contente et j'espère que ça pourra, pour certaines personnes, vous inspirer. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas. Je suis ouverte vraiment à en parler et pourquoi pas justement échanger sur cette aventure. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à très très vite dans un nouvel épisode de Cœur Créativité. Ciao!